Bonjour à tous, content de vous retrouver ici. Je vais me présenter rapidement et après je vais vite laisser la parole à Julien parce que c'est lui qui a les choses intéressantes à dire aujourd'hui. Moi je m'appelle Romain, je travaille pour Troisi Financement qui est un cabinet d'expertise en financement non dilutif. On accompagne à peu près 1500 startups par an dans leur problématique de financement. Donc concrètement on va chercher des produits de subvention et de dette auprès des financeurs privés et publics. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu la chance de rencontrer Julien, qui on va échanger pendant une trentaine de minutes sur son parcours, sur ce qu'il a amené à créer Gédéon et la belle réussite qu'est Gédéon. La start-up aux 18 000 clients et comment est-ce qu'il révolutionne un peu le marché de la gestion des retraites collectives en France. Julien, pour te présenter assez brièvement, donc ça fait 20 ans que tu travailles sur les sujets d'accompagnement. On a dit qu'on balançait pas l'âge tout de suite, mais vas-y, c'est pas grave. Comment ? On a dit qu'on balançait pas mon âge tout de suite, mais c'est des start-upers, ils sont jeunes tous là. Tu es jeune, Julien. Tu es jeune. Gédéon est très jeune en tout cas, et on va y revenir. Donc tu accompagnes depuis plus de 20 ans des entreprises sur les sujets de mise en place et de pilotage de produits d'épargne retraite collective. En 2020, tu as créé ton propre cabinet, Also Consulting. En parallèle, tu crées Caribou Gestion, qui est un back-office de gestion des produits d'épargne retraite. En 2022, tu lances Gédéon, avec l'idée justement d'adresser différemment le marché de l'épargne retraite en France. Un an plus tard, tu boucles une levée de fonds d'à peu près 2,8 millions d'euros. Et moins de 2 ans plus tard, il y a une prise de participation majoritaire donc de Malakoff Humanis chez Gédéon. Donc un parcours express, passionnant. Et donc on va voir un petit peu, on va mettre en lumière ce qui t'a amené à faire ça, comment est-ce que tu l'as fait et les piliers de la réussite de Gédéon. Donc je vais te demander de te présenter un petit peu. Comment est-ce qu'on est parti de ton métier d'origine pour arriver à Gédéon dans un premier temps. Merci Romain, bonjour à tous, enchanté d'être là aujourd'hui. Alors pour la petite histoire, j'étais là il y a 2 ans au 0 to 1 précédent avec un PowerPoint en poche et on commençait à parler de levée de fonds. 2 ans après, on a déjà vendu la boîte, donc c'est quand même plutôt rigolo. Et je suis super content de venir vous partager ça et vous dire un peu ce qu'on a vécu parce que c'est pas si simple finalement ces 2 années. À la base, moi je suis consultant, j'ai toujours travaillé dans des cabinets de conseil, je suis actuaire, je sais pas si vous savez ce que c'est, vous irez voir sinon. Et j'ai toujours travaillé dans ce monde de la retraite, d'entreprise, plutôt pour des grands comptes, mais pas que. Et j'étais consultant dans plein de cabinets. J'ai ensuite pris la présidence d'un cabinet en 2015, qui n'était pas à moi, mais ça m'a appris à gérer une boîte, parce que c'est quand même le premier truc pour entreprendre, c'est devoir savoir gérer une boîte, employer des gens, les garder, les motiver, les faire avancer. Donc j'avais appris tout ça aussi en étant manager de conseil. Et puis, durant le Covid, grosse remise en question, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai tout envoyé péter. Et j'ai fait un PGE parce que j'avais déjà une société. Et avec mon PGE, j'ai lancé Also Consulting et Caribou Gestion. Donc merci l'État, encore une fois, j'ai du mal à lui cracher dessus en ce moment. Ton banquier n'est pas là, ça ira. Ouais, t'inquiète. Je rembourse royalement mes mensualités tous les mois. Et en fait, ça nous a donc permis de lancer nos activités de conseil et de back-office retraite. Alors le back-office retraite, pour faire simple, aujourd'hui, Caribou Gestion paye à la fin de l'année la retraite de 100 000 personnes. Donc tous les trimestres ou tous les mois, selon les régimes, on paye des retraites pour à peu près 100 000 personnes. Ça fait 100 millions par an, avec du prélèvement à la source, des charges sociales, des impôts. Donc comme un service de paye, mais pour des retraités. Et partant de ces 2 activités-là, le conseil, c'est-à-dire mettre en place un produit de retraite dans une entreprise, et la gestion, c'est-à-dire finalement payer tous les mois des retraites à des retraités, on s'est dit mais on sait faire en fait, il n'y a plus qu'à digitaliser tout ça et on va pouvoir mettre en place un plan d'épargne retraite digital pour les entreprises. Et c'est pour ça qu'on a créé Gédéon. On l'a fait d'une façon différente des autres structures, c'est-à-dire que jusque-là on avait bootstrappé toutes nos sociétés. On n'a jamais levé de fonds avant Gédéon, mais là on voulait aller plus vite que le marché. C'est un marché qui est très concurrentiel. L'épargne, il y a beaucoup d'argent chez les assureurs, beaucoup d'investissements, donc il fallait aller vite. Et c'est pour ça qu'on s'est mis en mode start-up, qu'on a fait une levée de fonds et qu'on a créé un PER digital avec en gros 4 piliers. Le premier pilier, c'est des investissements qui sont hyper responsables, éthiques, etc. Parce que je pense que c'est la tendance et on n'a pas le choix. Notre deuxième pilier, c'est une plateforme tech hyper évoluée pour l'entreprise, le bénéficiaire, une expérience toute digitale. Quand je fais des démos, je suis capable de vous faire, même pas en démo d'ailleurs, signer un plan d'épargne retraite pour vos salariés en moins de 20 minutes, en ayant invité vos salariés, alors qu'un assureur va mettre 6 semaines à le faire, pour vous donner à peu près les ordres de grandeur.
Donc c'est très important. On a une expérience très ludique autour de la retraite. Quand vous êtes bénéficiaire de Gédéon, vous avez une vision sur toutes vos retraites privées et publiques. On vous fait des simules, on vous explique tout ça. Et en fait, comme c'est un marché qui est quand même bien cassé, ça intéresse beaucoup de gens, le sujet. Et puis, dernier point avant que je perde le fil. En fait, comme on a notre back-office, on n'a pas qu'une vitrine comme beaucoup de boîtes tech. On a derrière des équipes qui gèrent et l'assureur n'intervient jamais, à part pour porter le risque dans son bilan et pour sa compta en fait. Mais on passe les ordres au marché financier, on liquide votre retraite, on est là du début de la souscription jusqu'au jour où vous décédez. Et ça fait un peu la différence avec pas mal de boîtes. Et donc pour faire tout ça, il y a quand même un aspect qui est essentiel, c'est d'avoir une tech qui est ultra solide. Puisque tu l'as dit, tu gères des sujets qui sont importants, qui concernent derrière des particuliers, des retraités, voilà, qui doivent avoir leur argent qui arrive sur leur compte. Comment est-ce que tu as géré ça? Parce que tu n'es pas le profil type du start-upper tech. Tu l'as dit, tu étais actuaire, tu étais dans le conseil. Moi, j'ai eu la chance de voir ton produit. Ce que vous avez créé en peu de temps, c'est incroyable. Donc, ça m'intéresse vraiment que tu nous expliques un petit peu comment est-ce que tu as géré ça. Alors, c'est très facile d'en parler a posteriori. Hein. A priori, on n'avait peut-être pas fait le même pari, mais il y a plusieurs éléments. Le premier truc, c'est que moi, j'ai déjà géré des boîtes tech dans le passé. Alors, des boîtes tech d'actuaires, donc ça ressemblait pas aux boîtes tech qu'on a là, mais le dev, sortir des produits, etc., c'est des choses où on avait déjà une conscience de ça. Donc ça, c'est quand même un point important. Ensuite, j'ai un associé qui a fait de l'informatique fondamentale à l'ENS, un co-founder. Donc, si tu veux, ça aide aussi Jean-Baptiste à aller un peu plus loin là-dessus. Et puis après, il y a plusieurs éléments. Je pense que le premier élément, c'est la vision. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce qu'on veut comme produit. Et si vous regardez le Gédéon d'aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai vendu sur mon PowerPoint d'il y a 2 ans. Voilà, donc le produit qu'on a développé, c'est le produit qu'on voulait. Et ça, c'est un point très important. Et on n'a rien lâché là-dessus. On ne s'est pas compromis sur des sujets tech et des choix techniques. En fait, on a dit non, nous on veut ça et on a avancé là-dessus. Ensuite, c'est des gens. On a eu la chance, et ça c'est le coup de chance, d'embaucher le meilleur lead dev du monde, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et au bout de 2 ans, c'est beau que j'ai encore cette vision-là, mais c'est un mec qui est exceptionnel, qui itère hyper vite, et ça, c'est aussi un point hyper important. Côté Caribou, on a des phases de dev qui sont assez longues, des sprints qui durent au moins 3 semaines. Voilà. Côté Gédéon, ça livre dans la journée, en phase de test. Dès que c'est testé, ça part en prod. Enfin, c'est pas du tout les mêmes itérations. Et ce mec-là a aussi mis cette impulsion magnifique. C'est de l'engagement, faut rien lâcher. J'avoue que mes journées sont beaucoup plus longues qu'auparavant et pourtant j'étais consultant et tout ça, donc voilà, c'est pas le produit qui s'occupe du truc. Il y a des gens qui testent et puis un jour ça part en prod. En fait, tous les jours on a la tête dans le produit, on check ce qui se passe, on essaye, on sait ce qu'on veut, on pousse quoi. Voilà. Donc c'est ça, c'est un des éléments de réponse, c'est de l'intensité au quotidien pour itérer en permanence. C'est ça, faut rien lâcher en fait, exactement. Ok, ah, super. Donc ça t'a aidé à créer le produit que tu considérais comme, on va dire, un peu parfait pour le marché, en tout cas ce dont tu rêvais et ce que tu as constaté en tout cas en termes de demande du côté des assureurs. Tu as pu le faire parce que tu connaissais bien ton marché. Donc à quel point, ça c'est une autre question que j'ai envie de te poser, à quel point est-ce que le fait d'être expert de ton marché a été un facteur de réussite, notamment pour aller vite et pour créer ce produit parfait? Alors, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Du point de vue des inconvénients, on n'a pas de formation de start-upper. Si, je ne sais pas si ça existe, mais on n'a pas fait une école de commerce. On n'est pas issu du Sérail. Donc pour lever des fonds au départ, ça a quand même été un peu plus compliqué. Même si on était des experts de notre métier, on n'était pas des experts du développement commercial et de ce genre de choses. Donc ça a été un petit peu difficile. Par contre, ça a eu plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'on avait déjà avec Caribou des délégations de gestion de la part de gros assureurs. Donc on travaillait pour AXA, pour Société Générale, pour Groupama, voilà. Donc quand on a ce type de délégation, on a la conformité qui va avec, parce qu'en fait c'est comme toujours, il y a des vrais sujets de conformité réglementaire dans ce qu'on fait. Et à ce moment-là, potentiellement, ils peuvent nous faire confiance pour aller plus loin et créer une plateforme de gestion d'épargne. Parce que là, on est en train de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que chaque fois que tu fais un versement volontaire sur Gédéon ou qu'il y a quelque chose qui arrive via ton bulletin de paye, le soir, on exécute automatiquement un passage d'ordre financier dans les outils de passage d'ordre de l'assureur, et l'assureur va investir son autre décision
des fonds qui lui ont été versés pour la retraite des bénéficiaires, tu vois, pour l'épargne des bénéficiaires. Donc ça, cette délégation-là, à obtenir, si on n'a pas notre track record de gestion administrative et tout, en fait, ça n'existe pas. Donc, et de conseil, tu as la double crédibilité dans le passé qui fait ça. Ensuite, ça nous permet aussi de gagner du temps. C'est-à-dire que il y a beaucoup de startups. Le premier conseil, c'est de mettre en place des trucs early stage sur le site, des préinscriptions. Vous allez pouvoir tester notre produit bientôt, on vous tiendra au courant, etc. Et puis tu te dis, tiens, moi, je vais développer le truc comme ça. Puis finalement, tu pivotes. Tu dis, ah bah non, mais enfin, en fait, nous, on savait exactement où on voulait aller. On savait exactement le produit qu'on voulait mettre sur le marché. Et donc, on n'a pas itéré. On n'a pas trop pivoté. On a plutôt pivoté sur d'autres sujets, des sujets de distribution, des sujets de financement, etc. Mais sur la partie tech, finalement, on s'est pas dit, tiens, on a construit un truc qui fait ça, et puis dans 6 mois ou dans un an, on fait carrément autre chose. C'est pas ça. Parce que tu n'as pas eu toute cette phase d'apprentissage de marché que beaucoup de personnes ont quand ils lancent un projet. C'est ça. Donc ça a été pour nous un énorme avantage de se dire, voilà, on sait où on veut aller, et donc ça, c'était un point très très important. Ensuite, je pense que le fait d'avoir déjà travaillé, d'avoir déjà eu des sociétés, d'avoir déjà employé des gens, ça aide aussi. On s'est retrouvé à la tête d'une levée de fonds importante. Enfin, importante à notre échelle, pas très importante à l'échelle des levées de fonds dont on parle aujourd'hui, mais pour nous, 2,8 millions, c'était énorme. On n'a jamais eu 2,8 millions de cash pour démarrer une boîte. En fait, on démarrait avec 0 et puis on y allait, quoi. Donc, on a un peu pris plus de risques que ce qu'on faisait d'habitude, tout en essayant de trouver le bon curseur de prise de risque, parce que finalement 2,8 millions à coup de 20-25 personnes, ça va assez vite. Donc il faut trouver le moment opportun pour le faire, et la carburation. Voilà. Et ça, quand tu te demandes pas comment tu fais un bulletin de paye, quand tu te demandes pas comment tu recrutes quelqu'un, quand tu te demandes pas ce que c'est qu'un avantage social, comment tu loues des locaux. Enfin voilà, nous on avait déjà des locaux, on avait déjà des équipes. Les équipes de Caribou sont aussi support sur Gédéon. On a mis une holding commune à tout ça, donc en fait ça marchait déjà. Voilà. Et puis on avait déjà des revenus. C'est-à-dire que Caribou est une société qui est rentable, qui a déjà des revenus et qui permettait aussi de financer le développement de Gédéon, qui pour le coup était un pari. Donc voilà, tous ces points-là mis bout à bout nous aident. Et puis enfin, on a un petit problème sur ce marché, c'est que je pense qu'il y a plein de startups qui peuvent se lancer sur des sujets qu'elles ne connaissent pas. Mais là, c'est un sujet, même le client, il ne le connaît pas. C'est-à-dire que le DRH, quand vous parlez de PER, déjà, il est un peu perdu, il ne sait pas forcément duquel on parle. Est-ce que c'est le PERECO, le PERO, le PERIN, enfin le PERU? On voit les gens qui comprennent voilà, pas. Voilà, c'est ça. Donc il y a plein de produits différents déjà autour de la notion d'épargne retraite d'entreprise. Et les Français, d'une manière générale, ne comprennent pas bien la retraite du tout. Ils font pas spécialement confiance à l'État non plus d'ailleurs pour s'en occuper. On sort d'une réforme des retraites, on en a parlé. On nous annonce que certains veulent l'annuler. Et pourtant, la semaine dernière, le Conseil d'orientation des retraites nous a expliqué que finalement, la réforme n'avait pas produit autant d'effets que ce qu'on pensait, que ce serait déjà déficitaire et qu'en 2030, c'était 15, 16 ou 18 milliards, je ne sais plus. Enfin, voilà, donc c'est un sujet qui est mal maîtrisé, sur lequel on se fait beaucoup d'illusions. La preuve, c'est qu'on arrive à motiver les gens autour d'une notion de retraite à 60 ans qui n'a aucun sens en réalité, enfin en tout cas pas dans les dispositifs qu'on a aujourd'hui. Et voilà. Et donc, si tu pars de zéro, que toi-même tu sais pas ce que tu veux vendre, mais ton client sait pas ce qu'il veut acheter, et le DRH qui est finalement le mec qui signe ton contrat, c'est pas non plus ce qu'il faut faire, ça devient compliqué d'itérer et de créer une boîte, à mon avis. Et voilà, l'idée là, c'est que tu vois, comme on savait, on connaissait le marché, ça nous aidait aussi à aller vers un produit. Donc tu connaissais tes clients et les fournisseurs des produits qui sont les assureurs. Alors c'est ça. Été un point important pour la suite aussi. Et alors ce qui est amusant, c'est quand on a commencé à faire des démos, donc en fait ça a été assez rapide. Parce que tu nous as mis une petite année de trop dans le calendrier tout à l'heure, que tu nous as expliqué, parce qu'on s'est retrouvé en 2025. Mais en gros, on a levé dans l'été 2022. On l'a pas communiqué tout de suite le temps que notre produit sorte, donc c'est pour ça qu'on a communiqué 1 an après, mais en vérité on avait déjà levé. Et on a commencé les devs de Gédéon, je dirais au dernier trimestre 2022. Et dès le mois de mars, on avait déjà les salariés des cuisines Schmitt, enfin les cadres des cuisines Schmitt qui étaient dans la plateforme. Donc il fallait que ça avance. On a développé assez vite. Et derrière, on a fait des démos aux courtiers, aux assureurs. Et de manière très étonnante, nous on avait une idée de dire, un peu comme Alan a pu le faire, tu vois, de viser le canal direct. Donc on va voir des DRH, on leur présente la plateforme, on leur dit voilà, la retraite de vos salariés, etc., etc. Et puis on leur fait souscrire des contrats d'assurance, des PER, pour leurs salariés.
Et ça, en fait, ça a été plus difficile que prévu. Et on s'est retrouvé avec des clients qui trouvaient la plateforme trop bien par rapport à l'image, l'information retraite qu'elle pouvait donner aux salariés. Parce que ce que je vous ai pas vraiment expliqué, c'est que quand vous êtes connecté à Gédéon, on va scraper le site de l'État sur la retraite publique et on ramène toute l'info avec des calculs à nous sur votre retraite publique. Et donc vous savez quand est-ce que vous pouvez partir, avec combien, pourquoi, quel taux de remplacement par rapport à votre salaire. Enfin, voilà, on vous donne déjà toute cette info-là. Et les DRH voyaient de la valeur déjà juste dans ce truc-là, avant même de parler d'épargne retraite et de compléments de produits. Et par contre, quand on faisait la démo à des courtiers, tout le monde disait ah c'est trop bien si vous nous faites une plateforme courtier pour qu'on aille vendre nous-mêmes ce produit à nos clients, on gagne un temps monstre avec ce que vous proposez, l'expérience est super, voilà. Donc on a itéré, on a fait une plateforme courtier pour le coup qui leur permet de faire souscrire à des clients en quelques dizaines de minutes un contrat. Et puis après on a fait voir ça aux assureurs. Et là ça a été assez amusant. Le premier assureur qu'on a distribué dans Gédéon, c'était AXA qui nous avait fait confiance et qui nous avait lancé le produit avec nous. Enfin, voilà. Et on leur a fait une petite démo de la plateforme. Et là, la réaction, ça a été ah ouais, mais en fait, vous avez déjà une plateforme entreprise. Alors on dit bah oui, nous l'idée c'est que le DRH il invite ses salariés par mail. Si t'as pas une plateforme entreprise pour coller les mails, ça devient compliqué d'inviter les salariés par mail. Et là les mecs te disent donc AXA, je sais même pas combien il y a de milliards d'euros d'encours en épargne retraite, mais c'est un des leaders du marché. Et la réponse c'est ah ouais, non on l'a pas encore. Alors, tu dis tiens c'est amusant. Et puis après ah ouais mais vous arrivez à faire ça. Ah ouais non nous cette info on la donne pas parce qu'on sait pas la calculer. Et puis machin. Et en fait tu t'aperçois qu'il y a tellement de legacy dans leurs outils qui sont là depuis des dizaines d'années pour certains, que même les assureurs qui ont des budgets illimités en termes de dev, parce que c'est des dizaines de millions d'euros investis à chaque fois qu'ils veulent mettre un bouton, j'abuse un tout petit peu mais pas tant que ça, et en tout cas des dizaines de millions d'euros investis pour mettre en place des nouvelles plateformes. Voilà, on leur fait voir ce qu'on a fait de manière complètement agile, en partant de zéro, ce qui est finalement beaucoup plus facile que leur situation où il y a tout l'historique. Et là, on s'aperçoit que c'était il y a un an, l'été dernier en gros, qu'on tient le truc que tout le monde veut et que finalement notre futur va peut-être être beaucoup plus rapide que ce qu'on imaginait à devoir relever, etc., etc. Voilà. Donc ça a été assez amusant de se dire, nous on pensait qu'on avait fait un truc bien, on trouvait notre plateforme cool, mais on pensait pas que les assureurs seraient aussi ébahis, tu vois, en voyant le truc, parce que on les voyait plus hautains, enfin ou plus sur d'eux, ou plus, enfin tu vois, en disant ouais bon ok c'est une petite start-up. Pas forcément l'humilité pour se dire vous avez fait mieux que nous alors qu'on a plus de moyens que vous. Et donc on s'est retrouvé voilà à faire des démos et même les plus grands cabinets de courtage français. Tout le monde disait ah mais votre truc c'est génial, voilà. Donc c'est un peu ce qui nous a motivé à avancer plus vite sur le sujet du M&A notamment quoi. Voilà. Donc ce sujet du M&A, parlons-en évidemment. C'est quand même en tout cas vous avez fait une opération qui est assez atypique dans le paysage français, un rapprochement avec un corpo après 2 ans d'existence, grosso modo. Ça reste quelque chose qu'on voit pas souvent. Donc est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment est-ce que ça s'est fait en termes de un petit peu de process? Quel a été l'intérêt pour toi? Est-ce que ça t'amène pour la suite avec Gédéon? Parce qu'on peut avoir l'impression assez rapidement vu d'ici que voilà, prise de participation majoritaire de donc Malakoff Humanis pour les citer. Est-ce que tu es encore capitaine de ton navire? Est-ce que ça t'apporte des moyens supplémentaires? Commercialement, qu'est-ce que ça entraîne? Ça c'est un point qui est super intéressant. Alors en fait, ce qu'il faut, là on juge l'opération qu'on vient de faire. Alors c'est signé en début mars, donc c'est assez récent. Mais enfin, à mon avis, dans ce type d'opération, c'est toujours un moment. Et c'est le résultat de ce qui est en train de se passer au moment où c'est en train de se passer. Donc je reviens à ça. Il y a 1 an, quand on levait des fonds, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, on n'avait pas les mêmes levées, on n'avait pas les mêmes résultats, etc. Là, l'année dernière, les InsurTech se faisaient massacrer dans les levées de fonds. C'était extrêmement compliqué. Il y a eu des gros déboires sur des boîtes quand même mondialement connues. On n'en citera pas, mais on a quand même une boîte française qui a fait du beau carton. C'est un joli gadin, oui. Voilà. Et si tu veux, nous, ça nous a beaucoup fait réfléchir. On a, même si on n'est pas de ce monde-là, on a quand même pas mal de start-upers autour de nous qui est en train de planter leur boîte après avoir fait des levées sublimes et qui s'étaient retrouvés, tu sais, dans moi j'appelle ça la perfusion de cash des années 2020, 2020-2021, où en gros on te dit tiens, voilà 20 millions, développe ta boîte, même si pour l'instant tu fais 70 000 euros d'ARR, c'est pas grave, on croit en toi. Et puis à un moment, 70 000 euros d'ARR avec 20 millions, ça marche pas.
Et finalement, finalement, tu te retrouves dans des situations où tu fais des levées qui sont plus basses, tu perds la majorité de tes actions. Moi, là, je parle d'un exemple que je connais très bien où le président, alors qu'un des co-founders, l'ancien président s'est fait virer, lui a pris la place, il lui reste 4% des parts, ils ont des préfères de partout, tant que la boîte vaut pas 50 millions, pour eux ça vaut zéro. Ils sont pas spécialement bien payés, parce que quand tu lèves des fonds, t'es pas spécialement bien payé, on te vend les actions que tu vendras plus tard, mais en fait là, il les vendra, ça fera zéro. Et ils étaient 150, ils visaient l'international, ils avaient ouvert l'Angleterre et tout, et là ils sont 25. Donc ça, c'est une boîte qui avait 3 ans d'avance sur nous. Donc il faut aussi, tu vois, avoir l'humilité de voir ce genre de modèle et qui, il y a 3 ans, avait déjà eu des propositions de M&A et les avait refusées. Et on m'a plusieurs fois dit, et c'est vraiment un point important, que je pense qu'en M&A, le train, il passe pas souvent. Voilà. Quand tu as l'opportunité potentiellement de valoriser ton actif, c'est hyper important de se poser cette question parce que peut-être qu'elle ne reviendra pas. Et il ne faut pas être trop présomptueux. Surtout quand tu as des boîtes qui sont pas encore rentables, enfin, notamment Gédéon, pour le coup, elle n'est pas encore rentable. Voilà. Donc, tu vois, il faut un peu avoir cette humilité de regarder. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, on avait un tour de table qui était plutôt bisounours jusque-là. Donc, on avait des business angels, notamment des business angels de gens que je connaissais, donc quasi du love money dans la relation, et un family office, mais vraiment pas impliqué dans le quotidien. Genre de gars, je l'ai pitché 10 minutes, il m'a dit ok, je te mets la moitié de ta levée. Il m'a dit mais je lui dis mais la moitié de combien? Il me dit bah la moitié de ce que tu trouveras, enfin l'équivalent de ce que tu trouveras en face. Et après on s'est reparlé 5 fois, enfin voilà, en 18 mois. Donc c'était assez simple. Le jour où on refaisait une levée de fonds pour Gédéon, ce qui allait aussi devoir arriver dans notre opération, dans notre futur, il fallait nécessairement entrer des VC. Donc on changeait de monde, on changeait de type de pacte d'associés, plus les mêmes contraintes, plus les mêmes risques pour nous. Tu vois, donc on change un peu de monde et on n'avait pas forcément envie de rentrer dans ce monde-là, surtout vu comment ça se passait pour pas mal de nos amis à cette période-là. Et puis il y a un autre sujet, c'est qu'on vend de l'épargne. De l'épargne aux entreprises pour leurs salariés. Et en gros, le côté start-up pour vendre de la santé, quand c'est à la limite, mais en fait, pour vendre de l'épargne, c'est un problème. Parce que les boîtes te disent, mais en fait, vous êtes qui? C'est quoi votre truc? C'est vous qui passez les ordres? Alors nous, on trouve ça cool, mais ils te disent, ah, mais quand même, là, et l'assureur, il fait quoi? Bah, l'assureur, il a vos fonds, il garde les parts. Mais si jamais vous disparaissez, bah, vous retrouverez les outils de l'assureur. Ah ouais, mais c'est pas ce qu'on veut, nous, on veut vos outils. Enfin, donc, il y avait le côté temps long, tu vois, est-ce que finalement, on va tenir dans le temps pour rassurer nos clients, nos distributeurs et tout ça, qui était un peu le revers de la médaille du on fait tout. Tu vois, je te dis, on est assez fiers de dire on n'est pas une start-up qui fait que du front et qu'une vitrine, mais l'opposé de ce point-là, c'est qu'en fait, comme on fait tout, si on n'est plus là, tu vois, c'est relativement problématique. Donc on se disait finalement, avec un corporate, on trouve ce temps long. Voilà. Après, j'ai un autre argument aussi, c'est on s'est aperçu, donc ce que je vous disais tout à l'heure, en faisant nos démos, que la tech plaisait beaucoup. Et je faisais tout à l'heure un parallèle avec Alan. Et je vais faire un parallèle avec Laurent, tu verras, on en reparlera. Mais en gros, il y a 5 ans, quand vous aviez l'appli d'Alan en santé, c'était incroyable. Tout le monde disait oh là là, mais t'as vu ce que t'as, tu fais des photos de ton truc d'ostéo, tu es remboursé direct, oh mais c'est magnifique et tout. Aujourd'hui, c'est le standard du marché. En fait, tous les assureurs, ils ont ça. Ils ont investi, alors beaucoup plus cher, enfin, quoi que les levées d'Alan, c'est pas mal, mais ils ont investi des dizaines de millions, encore une fois, pour avoir des outils. Et aujourd'hui, ma femme, elle a l'application de Malakoff. Elle fait une photo de la facture d'ostéo. Elle se fait rembourser. Alors, c'est pas dans la demi-heure, c'est pas des virements instantanés, mais ça marche aussi bien. Et elle s'apercevrait pas de la proposition de valeur de Alan, n'étant pas experte du monde de la santé. Et en fait, mon problème, c'est celui-là. C'est-à-dire de me dire, aujourd'hui, je suis dans un marché où j'ai levé 2,8 millions. J'ai face à moi des assureurs qui investissent des dizaines de millions d'euros sur leurs outils d'épargne retraite et ils ont tous conscience que leurs outils sont pas au niveau de ce que devrait être le marché, notamment par rapport à la convergence épargne salariale, épargne retraite que tout le monde voudrait avoir dans l'entreprise et qui en réalité est totalement fake pour l'instant dans les outils des assureurs. Et donc, est-ce que moi, dans 5 ans, l'outil que j'ai créé, qui sont tous en train de vouloir voir et qui va devenir finalement peut-être le nouveau standard de marché sur la partie épargne retraite, aura encore une telle avance pour valoir de l'argent sur ce marché? Et s'il ne vaut pas de l'argent sur ce marché, ce qui vaudra de l'argent, c'est mon portefeuille client. Voilà. Sauf que pour l'instant,
étant quand même un moment où on était en lancement, etc. Finalement, notre boîte, elle a 2 ans. Est-ce que mon portefeuille client dans 5 ans vaut beaucoup d'argent? J'en sais rien. Avec des levées de fonds qui vont me diluer, donc j'aurai moins de pourcentage de ma boîte, donc ça met des coefs. Avec des valos qui vont devenir décorrélés du marché du M&A, parce que ça, c'est un point aussi important. Quand tu lèves des fonds assez vite, ta boîte, elle vaut un prix en levée qui n'est pas cohérent avec ce que vaut ta boîte sur le M&A. Très rapidement, elle est trop chère par rapport au monde du M&A. Et nous, en fait, on a trouvé des niveaux de valo qui étaient cohérents avec ce qu'on avait levé 18 mois avant et qui mettaient nos investisseurs dans une situation très favorable. Voilà, donc c'était un point qui était aussi intéressant. Je vous parlais tout à l'heure de Love Money et de gens qui nous avaient fait confiance. Ces gens-là, j'avais pas trop envie de leur expliquer que finalement, dans 5 ans, ça allait valoir 2 fois moins, quoi. Voilà, donc il y avait aussi ce paramètre-là. Donc voilà, tous ces petits choix mis bout à bout nous ont fait avancer. En termes de process, ça a été simple. On n'a pas nommé de banque d'affaires. Alors c'est assez atypique, mais en fait, on retrouve l'esprit startup, ouais, on fait tout nous-mêmes. Non, mais c'est pas ça. Mais en fait, comme je connais le marché, je connaissais tous les opérateurs, je suis plutôt allé voir les gens du marché avec qui je travaillais au quotidien, les différents assureurs, faire des démos. Et puis très vite, on m'a dit ah ouais, mais ça te dirait pas de bah ouais, si, pourquoi pas, on en parle. Et puis voilà, on a parlé avec un d'eux et Malakoff a été hyper rapide pour itérer. Là où AXA est encore en train de pleurer, faut quand même le savoir. Mais ils n'ont pas été assez rapides pour itérer. Et puis voilà, on a avancé comme ça. Et pour le futur de Gédéon, qu'est-ce que ça implique pour toi et pour le futur de Gédéon? En fait, ça nous donne des moyens qu'on n'avait pas, notamment des capacités distributives. Si tu veux, aujourd'hui, alors Malakoff notamment, ils ont une grosse ambition sur l'épargne. Ils ont mis des dizaines de commerciaux dédiés épargne, tu vois, des inspecteurs. Et en fait, on est, nous, capables d'itérer sur des segments de clientèle, plutôt du petit segment dans leur tête, même si je pense qu'on pourrait faire du plus gros, mais tu vois, sur du 0 à 100, pour souscrire un contrat en 20 minutes, le mettre en gestion et tout, et avoir ni mail, ni appel, ni rien, parce que tout est hyper fluide, bah, pour développer l'épargne, tu vois, c'est hyper intéressant. Donc on est en train de discuter justement sur les types de canaux de distribution, types de clientèle, voilà, sur lequel on se met. Ça nous donne donc cette opportunité de distribution sans recruter un réseau de commerciaux incroyable. Oui, avec un élément sur lequel tu l'as dit tout à l'heure, vous n'êtes pas des spécialistes de la commercialisation et de la distribution. Donc ça vient de résoudre aussi ce sujet-là. Et puis ça nous donne la capacité de lancer des nouveaux produits assez simplement. Voilà, donc on va lancer de l'épargne de retraite individuelle avec un périn totalement self-care, de l'épargne salariale. Voilà, on a aussi des projets tech pour eux, bah forcément, puisqu'ils ont envie d'avoir des briques à nous dans leurs outils. Enfin voilà, c'est plutôt sympa. Et pour l'instant, je suis toujours capitaine à bord. Après, effectivement, je sais pas ce que ça sera dans le temps. Je leur fais plus confiance qu'à un certain nombre de VC, sans cracher sur les VC, tu vois, mais c'est des boîtes qui étaient à impact avant même que la notion de boîte à impact existe, parce que c'est une boîte qui est paritaire, donc c'est géré. Les résultats sont redistribués aux entreprises bénéficiaires comme une mutuelle, mais d'entreprise. Voilà, donc je suis plutôt serein sur tout ça. On est très alignés parce que nous on a gardé avec les co-founders la moitié de nos parts. Donc on a encore plein de succès à venir, y compris pour nous, tu vois, donc ça nous incite aussi à rester à se défoncer. Et on n'est pas au bout de cette histoire. C'est-à-dire que c'est une étape qui est plutôt sympa pour nous. On a fait un joli cash out, c'est génial. On parle de nous partout, tu vois, c'est cool. Mais on n'a pas du tout fait ce qu'on avait envie de faire avec Gédéon, donc on n'en sort pas. Et puis pour l'instant, ça continue, quoi. Voilà. C'est un premier 0 to 1, mais il y aura un autre 0 to 1. C'est ça, ou un 1 to 10 peut-être, à savoir. Peut-être un 1 to 10, c'est tout mal qu'on le souhaite. Il nous reste un tout petit peu de temps. Ouais. Est-ce que tu as des conseils à donner à des personnes qui voudraient entreprendre avec l'expérience que tu as et puis ce que tu as vécu à travers tes différents métiers? Tu as forcément une vision qui est intéressante et qui est probablement pas la même que des gens qui sont on va dire depuis le début de leur carrière en start-up. Alors, moi, je trouve que on nous vend beaucoup de bullshit quand même dans le monde des startups. Et c'est un truc qui me choque un peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui même, vont vous envoyer des paillettes toute la journée et tout. En fait, c'est dur. C'est hyper dur. C'est hyper stressant. C'est beaucoup plus de boulot que ce que vous pouviez imaginer. Et surtout une charge mentale. Alors, normalement, on parle pas trop de ça en tant que mec, mais c'est une charge mentale constante. Le cash notamment, la trésor, c'est le pire. Enfin pour moi c'est le pire enfer du truc, tu vois. Voilà. Et quand tu lèves 2,8 millions et qu'on est aujourd'hui pas loin de 50, alors on a du chiffre d'affaires côté Caribou, mais en fait tu vois c'est des vrais sujets. Voilà, donc c'est beaucoup plus dur que ce qu'on veut bien nous faire croire. Et ça c'est un premier point. Voilà, tout ce que vous voyez est généralement faux. Globalement, tout le monde vous fait rêver de plein de trucs et quand on gratte derrière, tu es le premier à savoir ce que tu fais les dossiers de financement.
c'est pas du tout ce que vous imaginez. Donc voilà, vous sentez pas petit, vous sentez pas mal à l'aise. Je pense qu'on peut y aller, on a chacun sa place, quoi. Et puis le deuxième truc, c'était mon histoire de train de tout à l'heure. Je pense qu'en matière de M&A, tous les avocats d'affaires vous le diront. Ils ont tous des exemples de clients qui ont refusé des M&A sympas en se disant oh non mais attends on va faire beaucoup mieux et qui derrière ont planté leur boîte. Donc voilà, aussi faut penser différemment. La levée de fonds permanente, c'est pas un état de vie, enfin c'est même un état de non-vie, je pense. La rentabilité dans des affaires comme la nôtre, c'est loin à atteindre aussi. Et il n'y a pas de mal à se faire aider par des gens qui ont besoin de vous en tant que petits. Faut savoir effectivement rester dehors, ce qu'on est en train d'essayer de faire, voilà, pour continuer à grandir. Mais je pense que le train passe pas souvent. Ouais, voilà. Donc, faut savoir le voir passer. Il nous reste 6 secondes. Le temps de te remercier, Julien. Merci, que ça vous a merci plu. Beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Bonne journée à tous, merci. Et merci aux équipes d'Hachette et Zero to One pour l'invitation, de m'avoir invité aussi. Je suis très content d'avoir passé ce moment avec toi. Merci beaucoup. Merci à tous.